il y a différents types de financement. Donc il y a l'autofinancement qui fait appel en fait à tous les agents économiques qui ont la possibilité de mettre de l'argent de côté, soit par une activité, ou encore un individu par simplement un processus d'épargne, c'est-à-dire que j'ai mon revenu et puis j'utilise une partie pour la consommation au quotidien, une autre partie j'épargne, et cette épargne va me permettre un jour de pouvoir placer et de pouvoir produire, fructifier cet argent. Nous avons également des financements directs qui font intervenir ce qu'on appelle les marchés financiers. Ce sont des types de financement qui sont beaucoup plus développés sur les marchés internationaux et qui sont en train de venir dans la sous-région en Afrique et peut-être certainement viendront un peu plus au Congo. Ce sont des choses qui commencent à venir en fait. On a également des financements indirects qui passent par des intermédiaires financiers, donc les banques en général, ce qu'on connaît le plus au Congo. Donc ce troisième type de financement est beaucoup plus courant sur notre marché ici, plutôt que le second. Donc en ce qui concerne les métiers de la banque, moi je vais un peu plus m'appesantir sur le troisième type de financement, le premier étant accessible à tous les autres. Les métiers qui font donc les métiers de la finance, vous avez, on a cité quelques-uns, pour ne pas être exhaustif, donc on a en fait les conseillers clientèle, ça c'est dans le cadre bancaire même. On a les courtiers en assurance, les trésoriers, les comptables, les auditeurs. Donc on a également aujourd'hui un type de financement qui se développe de plus en plus. On parle de la banque en ligne et de nouveaux métiers qui ont fait leur introduction dans la pratique bancaire, la monétique. Parce qu'il y a quelques années, on était plutôt sur la banque classique, on parlait plutôt de tout ce qui était collecte de l'épargne et puis ensuite financement. À partir de cette collecte, les banques en faisaient de l'intermédiation avec un taux d'intérêt, on vendait cet argent. Aujourd'hui, les métiers bancaires se sont développés vers d'autres types de métiers avec d'autres types en fait, d'intérêts et de commissions qui viennent et qui ne mettent plus en avant cette intermédiation qui était pratiquée à l'époque. Donc aujourd'hui, en fait, pour pouvoir avoir accès à ces métiers, il faut pouvoir avoir aussi accès à certaines formations qui forment les cadres pour pouvoir exercer dans le domaine de la finance. Donc vous avez différents types de formations qui sont les licences, la gestion, la finance, la banque assurance, qui n'est peut-être pas citée là, les DUT en banque et finance, qui sont un peu plus développés, qui sont en train d'être également développés ici. Il y a des écoles qui sont en train de travailler avec des écoles, des MBA en Europe, qui sont en train de venir un peu plus en Côte d'Ivoire, en Afrique et peut-être même au Congo. Il y a déjà une ou deux écoles qui travaillent en relation avec des écoles spécialisées à l'international. Donc aujourd'hui, en fait, avant de passer à l'état des lieux, j'aimerais quand même un peu plus m'appesantir sur les métiers qui concernent la banque, puisque c'est mon domaine de compétence. Donc dans ces métiers-là, en fait, vous avez différents types de métiers qui sont séparés en deux grands domaines. En fait, à l'intérieur de la banque, vous avez par exemple les métiers du back-office et vous avez les métiers du front-office. Dans les métiers du front-office, vous avez donc tout ce qu'on a cité, les agents commerciaux, vous avez dans les métiers du back-office, les comptables, vous avez également aujourd'hui avec le développement du risque, des agents de la conformité qui travaillent en fait avec toutes les normes internationales qui sont édictées. Au niveau de la sous-région, par exemple, nous avons des institutions comme la COBA qui régissent l'activité bancaire, parce que c'est une activité à haut risque. Nous utilisons l'argent qui sont confiés par différents agents économiques que nous prêtons à d'autres. Donc pour pouvoir en fait suivre
autant les banques et protéger, si vous voulez, garantir la sécurité de l'argent confié. Il y a des métiers qui se sont développés. Donc, je pense que le but aujourd'hui, c'est de mettre en avant ces différents types de métiers et savoir comment faire en fait pour pouvoir avoir accès à différentes formations, savoir aussi les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans ces différents domaines qui de toute façon sont très importants pour le développement autant économique que le développement personnel de tout un chacun au quotidien. Les analyses risques qui ont pour rôle en fait de contrôler en aval le métier des commerciaux, le métier des analystes financiers qui étudient par exemple dans le domaine de la banque les dossiers de financement, puisque ce qui intéresse la grande majorité des clients qui viennent faire recours aux banques pour les différents financements. Et donc c'est de voir en fait de ce côté-là quels sont les métiers qui permettent par exemple aux entreprises de pouvoir présenter par exemple des dossiers bancaires, comme on peut le dire aujourd'hui, parce qu'on a quand même un grand problème sur ce marché. On a des dossiers qui arrivent à la banque et les banquiers ont beaucoup de mal à avoir une certaine visibilité sur par exemple l'avenir de certaines structures. Pas parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas d'avenir, mais parce que peut-être que les dossiers ne sont pas présentés sous la forme qu'il faut, et aussi parce que sur le marché, on n'a pas tous les organismes nécessaires qui permettent aussi d'accompagner autant les entreprises que les banques. Donc aujourd'hui, en fait, quand on fait un état de lieu de l'exercice de la profession bancaire sur laquelle moi je me suis un peu plus appesantie, on constate en fait qu'il y a un gros problème d'information en premier lieu. Depuis près de 2 mois, par exemple sur le marché congolais, on a mis en place, on a introduit en fait la nouvelle réglementation de change. Cette nouvelle réglementation en fait touche tous les intervenants, que ce soit les structures financières comme les banques, les structures de financement, que les entreprises qui interviennent dans le domaine du trade. Par exemple, vous avez beaucoup d'entreprises ici qui font du négoce, puisque nous sommes une société qui importe énormément. Donc là-dedans, vous avez aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes d'information, parce qu'il y a des problèmes d'interprétation de cette réglementation, ça ralentit un peu l'économie et certains agents qui ont du mal à faire venir leurs marchandises. Je vais prendre l'exemple simple par exemple des supermarchés. Les plus grands ici au Congo sont Casino, Régal. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à avoir accès à leurs marchandises parce qu'il y a cette réglementation qui a été mise en vigueur, très très suivie aujourd'hui par les institutions comme la Banque centrale. Et donc, tant que vous ne répondez pas à certaines normes aujourd'hui, vous aurez du mal autant à faire la pratique de votre activité, et autant les banques, si nous ne répondons pas aussi aux normes édictées par cette réglementation, mais nous avons du mal en ce moment à faire notre travail qui consiste par exemple à faire des virements à l'extérieur dans le cadre des activités du trade, donc du commerce international. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est mettre à la disposition des entreprises cette réglementation, mais aussi pouvoir avoir une interprétation qui permette à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et de pouvoir avoir la même information. Nous avons par exemple, on a cité l'inexistence des banques spécialisées au Congo. Quand on regarde le marché ici, on est aujourd'hui une dizaine de banques, mais ces banques-là sont toutes
des banques commerciales, des banques de détail. On les appelle en fait les banques de proximité, qui aujourd'hui ont quasiment la même activité. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires, on a des entreprises, des premiers qui viennent nous voir, il y en a qui viennent faire des dépôts, il y en a d'autres qui viennent chercher des financements. Ben, on fait des financements, derrière on demande certaines garanties. Nous n'avons pas des banques spécialisées comme par exemple les banques de l'habitat. Dans certains pays, même dans certains pays d'Afrique, comme au Sénégal, quand vous arrivez, vous avez des banques qui sont uniquement des banques de l'habitat. Alors vous n'allez pas avoir un fonctionnaire qui va venir vous demander un crédit de 5 millions, de 10 millions. Ce sont des banques qui financent uniquement l'habitat, qui permettent à l'ensemble de la population, par exemple, de se construire une maison. Des jeunes cadres qui commencent leur travail, ils ont des cibles de clients bien précises et financent aussi, font des financements avec le ton qu'il faut. On va faire un financement sur l'habitat, on ne va pas le faire en 5 ans comme ce que font les banques classiques ici. Ce qui n'est pas encore accessible, par exemple, au public congolais dans ce secteur. Nous avons des banques, par exemple, des banques d'investissement qui existent sur d'autres marchés, qui ont pour rôle de financer les investissements des différentes entreprises, qui font des financements structurés en fonction des besoins des différentes entreprises, qu'on soit dans l'habitat ou encore même dans les différents investissements, selon les besoins des différents types d'entreprises que nous avons. Aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir. Il y a déjà des démarches qui se font dans ce sens-là, mais c'est de pouvoir donc créer des structures appropriées, financements spécialisés. Nous avons aujourd'hui aussi dans cette levée de fonds certains problèmes qui sont liés à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la structuration administrative et financière des entreprises. Et ça rejoint en fait le côté formation que devraient avoir aussi les chefs d'entreprise pour pouvoir en fait mener à bien leurs différents projets, pour savoir que pour aller présenter un projet à la banque, il faut structurer d'une certaine manière, il faut pouvoir présenter les choses, il faut pouvoir faire un business plan par exemple, pour pouvoir avoir une visibilité sur les 3, 4, 5 ans et pouvoir permettre à une structure de financement de pouvoir prendre une décision avec objectivité. Nous avons également des difficultés dans le traitement des opérations internationales. J'ai déjà évoqué ça en parlant de la réglementation de change tout à l'heure. Aujourd'hui, sur notre marché, on a un gros problème avec les devises qui sont quasiment inexistantes. Je pense que la majorité ici doit savoir que depuis 2014, le pays connaît une crise assez importante avec la baisse du coût du baril du pétrole et aussi notre économie qui est dépendante de ce pétrole-là. Et ce qui fait aujourd'hui que ça a apporté des conséquences importantes dans la gestion en fait de nos devises et une rareté, a généré une rareté des devises. Et aujourd'hui, la Banque centrale, autant au niveau local qu'au niveau régional, est en train de travailler pour pouvoir justement renflouer nos caisses en termes de devises. Nous avons des insuffisances de formation, en fait axées sur les métiers, comme c'est écrit. Nous avons très peu de spécialistes, et je pense pas parce qu'il manque des personnes douées, mais parce qu'il manque aussi des structures de formation appropriées qui répondent également aux besoins des entreprises, aux besoins de formation des cadres axés sur des métiers spécifiques dont les différentes sociétés ont besoin aujourd'hui dans le cadre de la finance. Nous avons également dans le développement de certaines structures. Ma banque aujourd'hui par exemple est une banque qui est, c'est une banque qui fait partie d'un groupe international. Dans d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud, le Ghana, puisque nous sommes présents quand même dans une vingtaine de pays en Afrique, et 3 en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, nous avons tous une ligne de conduite bien appropriée.
On doit aujourd'hui développer tout ce qui est banque en ligne. Ce sont les recommandations du groupe. On doit aujourd'hui développer des produits qui vont permettre de dématérialiser tout ce qui est argent, c'est-à-dire que les gens doivent utiliser moins d'espèces. Et aujourd'hui, nous sommes en train, en fait, de mettre sur le marché tous les produits qui peuvent permettre d'atteindre cet objectif-là. Mais au Congo, nous rencontrons quand même pas mal de difficultés. Ça, c'est parce que je peux comparer avec d'autres pays qui ont des structures informatiques un peu plus développées que les nôtres et qui ont moins de problèmes ici. Vous avez par exemple le développement ce qu'on appelle les POS, des terminaux de paiement électronique en français. Donc, qui sont déployés un peu partout, mais qui parfois, parce qu'on n'a pas une informatique qui est bien installée, parce que les opérateurs aujourd'hui sont encore en train d'améliorer leur structure, ne fonctionnent pas toujours à plein régime. Et nous avons donc un peu plus de problèmes pour pouvoir les instaurer, mais travaillons un peu plus avec ces opérateurs-là et avec les projets de l'État aujourd'hui. Nous espérons que demain, ces pratiques permettront en fait de développer un peu mieux ces projets qui sont très importants autant pour les entreprises que les consommateurs de ces produits-là. Donc, également, on a parlé de la création de lignes de services mécaniques bancaires répondant aux besoins de financement. Oui. En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que les banques travaillent un peu plus pour se protéger de certains risques, alors qu'on devrait en fait, par rapport à la demande de certains clients, par rapport aux différentes cibles, mettre en avant des produits appropriés qui répondent en fait aux besoins de différentes activités. On a des produits, des entreprises par exemple qui ont besoin d'avoir certains services à court terme, qui ne sont pas toujours offerts par les banques. Donc aujourd'hui on se dit que ce côté ciblé, développer des produits qui doivent être adaptés aux différents besoins des différentes cibles est très très important. Il faut en fait voir ce qui se passe, les produits qui sont à disposition des banques et étudier des mécanismes qui permettent autant aux banques de se couvrir pour pouvoir vendre et répondre au réel, en fait faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire accompagner les structures, mais en mesurant les risques. Aujourd'hui, les banques sont frileuses parce qu'elles ont peur aussi de s'engager. Avec la crise actuelle, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup aussi qui ont pris des coups, qui ont fait des financements, qui ont accompagné les entreprises, mais qui après n'ont pas de support du point de vue de l'État, par exemple, pour pouvoir couvrir ces risques-là au cas où il y a des impayés importants qui peuvent au final faire couler ces banques-là. Donc c'est de pouvoir étudier des mécanismes qui permettent de mettre en avant les produits adaptés. C'est aussi des formations, former les entrepreneurs dans les domaines de compétences multiples pour pouvoir avoir une bonne gestion et ne fût-ce que pouvoir discuter et présenter correctement leurs besoins. Donc, je ne vois pas, mais j'avais parlé également des structures comme les fonds de garantie qui sont présents dans certains pays, qui commencent à venir chez nous. Il y a des structures aujourd'hui comme le FAGAS qui ne sont pas encore très accessibles, mais qui peuvent aider dans le montage de certains dossiers de financement pour des entrepreneurs, par exemple, qui commencent aujourd'hui sur le marché. On a ce qu'on appelle les startups, des entreprises qui débutent, qui sont difficilement accompagnées par les banques parce qu'il y a un problème de confiance. La banque, c'est un métier qui se fait aussi
sur la base d'une certaine confiance. Mais pour pouvoir accompagner ces startups, il faut qu'il y ait derrière certains organismes comme les fonds d'investissement qui permettent en fait de couvrir les banques au cas où ces entreprises-là où leur projet n'aboutirait pas. Donc on est déjà en train d'aller vers la création, il y en a déjà qui sont créés, mais il faut qu'il y ait, que ce soit des organismes qui soient un peu plus présents sur le marché pour permettre de pouvoir autant exercer le métier comme il faut et autant accompagner les structures Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par dire un mot à l'endroit de notre président. Dans les années 2005 en Côte d'Ivoire, une entreprise a fait l'objet d'un contrôle fiscal et cette entreprise s'est fait assister par 3 cabinets étrangers. Le contrôle a duré près de 6 mois. Et lorsque le contrôle est terminé, ces cabinets ont fait un courrier à l'État de Côte d'Ivoire pour saluer la dextérité, le professionnalisme, les qualités de l'homme qui avait géré ce contrôle, qui est maintenant directeur général des impôts. Il s'appelle Ouattara Abou. C'est un homme pétri de talent. Il est bon. Vous voyez, ce sont des gens de l'étranger qui sont venus reconnaître la valeur de cet homme. Pourquoi ces propos? Eh bien, je voulais en venir au président de l'ASG, M. Livani Dior. C'est quelqu'un à saluer et je propose que vous le vationnez, s'il vous plaît. Vous voyez, dans un pays comme le Congo, prendre de telles initiatives pour critiquer l'existant à l'effet de proposer de nouveau, c'est pas facile. Il a osé et nous sommes prêts à le soutenir. Président, tu as mon soutien. C'est d'ailleurs ce pourquoi je parlerai de ce sous-terme qui peut faire mal, mais acceptons-le ainsi. Il faut effectivement toucher du doigt les réalités à l'effet de proposer une réponse adaptée. La fiscalité, autrement, pensons solution, agissons solution. Allons-y. 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 Voilà, mon intervention va être axée sur 2 points principaux. Le premier consistera à faire le constat, donc présentation de l'existant, la pratique. Et puis le second va consister à présenter les perspectives. Au niveau du premier point, il y aura 3 axes. Le constat, il est quoi en matière de fiscalité? Alors la fiscalité même, c'est d'abord c'est quoi? C'est quoi la fiscalité? J'aime bien dire que pour parler de fiscalité, il faut parler de l'impôt. Tout le monde parle de la fiscalité. C'est quoi la fiscalité? Les gens qui ont fait des études de droit, de finance, de gestion, d'économie vont retenir une définition qui est capitale. Elle est de Lucien Mel. Lucien Mel a défini l'impôt comme une prestation pécuniaire requise des personnes publiques et privées selon leurs facultés contributives à titre déterminé sans contrepartie en vue de couvrir les charges de l'État. En français facile, c'est l'ensemble de contributions que chaque personne apporte à l'État pour lui permettre de vivre. Il y a des règles qui définissent l'assiette, donc la base imposable sur laquelle il faut asseoir la quotité, la cotisation. Il y a des règles qui en définissent la liquidation. Il y a d'autres qui parlent du recouvrement. Et enfin, celles qui traitent du contrôle. L'ensemble de ces règles mises ensemble va s'appeler la fiscalité. Il est donc bon de maîtriser chaque étape qui va conduire à saisir la matière imposable, la liquidation de l'impôt, donc l'application d'un tarif à cette assiette, le recouvrement, donc prendre l'impôt à le payer,
il y a les paiements spontanés, il y a les paiements après émission de rôle. Et enfin, l'administration qui va intervenir pour contrôler les activités menées par le contribuable. Dans notre activité de tous les jours, nous essayons de distinguer trois acteurs. Il y a l'État qui ne fait pas de conseil, qui est le plus grand policier. Il y a les contribuables ordinaires et un autre groupe de contribuables qu'on va appeler conseil. Cette présentation va tenir compte de ces trois aspects. Au niveau législatif, quel est le constat que nous avons pu faire? Non, nous ne parlons pas trop de bons points. Il faut que nous relevions les mauvais points pour essayer de proposer quelque chose. Le Code général des impôts est lourd. L'exemple, depuis 2010, toutes les lois de finances touchent à l'article 126 qui parle du régime des sous-traitants publics. C'est comme si un inspecteur ou bien quelqu'un se réveille et dit je ne fais ça. Pour des années, c'est les seuls virgules qu'on touche. Ça ne fait pas sérieux. Désolé, hein, nous ne parlons pas politique. Nous devons toucher du doigt quelque chose. La question de l'avantage en nature. La fiscalisation de l'avantage en nature n'est pas adaptée. Et vous voyez deux articles que j'ai évoqués ici, les articles 110 et 113 sont équivoques. Lorsqu'à la fin on vous dit qu'il faut réintégrer tel supplément, c'est comme si au Congo, à Pointe-Noire, un logement à louer, un logement qu'on peut allouer à un cadre peut coûter moins d'1 million. Il faut dire qu'on ne sait pas bien. Le projet de l'article de la facture sécurisée. Quand je suis arrivé au Congo en 2012 et que j'ai vu cet élan, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui le directeur général des impôts. Je lui ai donné toute la doctrine ivoirienne qui a servi à mettre en place la facture normalisée en Côte d'Ivoire. Nous en avons parlé. Et aujourd'hui, quel est le constat? Non seulement ça a été limité à des grandes entreprises, mais il est légion de noter que de manière régulière, il y a une rupture des secteurs. Le projet n'a pas été étendu aux PME et autres. Et chacun fait ce qu'il veut. Moi-même, je fais ce que je veux. L'impulsion au seul appétit et esclavage, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est donnée est liberté. Si les choses ne sont pas de nature à contraindre suffisamment le contribuable, on va passer par les manières. La réglementation des prix de transfert. Combien d'inspecteurs des impôts au Congo, combien de conseils fiscaux, combien d'experts peuvent lever le petit doigt pour dire qu'ils comprennent la réglementation des prix de transfert? Ne me demandez pas si moi je veux. Et je fais cette proposition parce que la Côte d'Ivoire a bien compris. La Côte d'Ivoire a pris les dispositions pour mettre en place un système minimal qui tient sur 15 pages. On demande aux entreprises de mettre, de lister les transactions intra-groupe. Et l'inspecteur prend le temps d'analyser, d'étudier la réglementation de l'OCDE et se donner un temps de 10 ans pour que tout le monde puisse bien comprendre, à l'effet de mettre en place les recommandations de l'OCDE. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre ces obligations. Combien d'entreprises ont fait l'objet d'un contrôle en matière de prix? Il n'y en a pas. Parce que celui même qui doit aller faire le contrôle, il n'a pas les outils et la matière requise. Donc il faut aller CPR et vous à la matière. Et au fur et à mesure qu'on va grandir dans la matière, on va appliquer ce qu'il faut. Les nouvelles dispositions de la loi de finances 2019, avec la TVA qu'on détient et la retenue à la source, 10%. Ce n'est pas rationnel. Pourquoi une entreprise qui paye des rémunérations à un prestataire étranger ne pourra pas déduire la TVA? Tout simplement parce que ce bénéficiaire n'a pas payé l'impôt sur le revenu au Congo. Mais pourquoi il ne doit pas payer l'impôt sur le revenu? Parce qu'il y a une disposition supranationale, ça peut être une convention, ça peut être auquel le Congo est parti. Et la Constitution le dit, une fois le pays est parti à
signer et à ratifier de telles dispositions. Ces dispositions sont au-dessus de la loi. Donc c'est parce que les pays ont délibérément accepté de limiter leur souveraineté en signant une convention. Cette convention, et c'est en vertu de cette convention que le paiement que je fais à ce non-résident, ce paiement n'est pas taxé au Congo. Parce que cette loi, cette norme a défini une nouvelle fiscalité. Et parce que ce dernier ne va pas payer l'impôt au Congo, il dit cette TVA grève la transaction, ce n'est pas inutile. À la limite, il faut instituer ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire l'AIS, la compte d'impôt sur le revenu secteur informel. Tout ce monde-là qui sont vraiment marchés, désormais lorsqu'il y a des transactions, il faut retenir un pourcentage. Mais ne pas passer de simple au double. Lorsque l'impôt est vecteur de pression, et bien ça touche déjà comme moi à vous proposer des fois. Et là, top taxe est prêt pour ça. On peut partir. Au niveau législatif, je parlerai d'une absence d'une doctrine réelle et rationnelle, marquée par des prises de position équivoques. L'exemple que j'en donne, c'est le cas de la taxe immobilière 2017. Qui s'en souvient? La taxe immobilière, c'était un douzième du loyer annuel. Un bon matin, on dit que c'est désormais 5% du loyer annuel. L'année qui suit, on dit on revient à un douzième. On dit que celui qui a payé ça, il n'était même pas. Sur le mur. Et déjà, on va accepter. Il faut mettre en place une doctrine. Il faut le faire. On peut partir. Constat au plan administratif de la pratique. Également une lenteur, une insuffisance des animateurs marqués par des pertes de documents, des mésinterprétations de la loi, des retards dans les livrables. Combien de fois les inspecteurs ne sont pas demandés de fournir encore copie des pièces que vous avez dans j'ai fait face à un cas où un contribuable a adressé une correspondance à l'administration. L'administration a donné une avis. L'avis était faux. 2 mois après, ils se sont blessés pour mettre un nouvel avis qui on s'est tombé. Parce que s'il y a une bonne doctrine, les gens se référeraient à cette doctrine. Comment une entreprise qui exploite sous forme de société de capitaux va lui appliquer l'ASDI et à un taux de 10%. Et l'administration accepte de tels paiements. Il n'y a pas de taux d'ASDI de 10%. L'ASDI n'est pas applicable aux sociétés de capitaux. Et en plus, avant même l'élection de la retenue de 5% avant que cela passe à 10%. Donc il n'y avait pas de taux de 10%. Mais l'administration a 5%. Et on lui écrit, elle dit non. Nous avons raison d'avoir prêté ça. Et on leur dit rien 2 mois après qu'ils se ressaisissent. Nous n'avons pas non signé. La mauvaise gestion des contrôles fiscaux. J'ai fait une étude avec le cabinet ici. Nous avons montré que dans 90% des cas, les inspecteurs sont prêts à confirmer ce qu'ils ont notifié au pouvoir. Ils sont identifiés. Pourquoi? Le retard dans les livrables. Vous voyez, pour le ventilatoire. C'est pourquoi j'ai apprécié la nouvelle disposition dans la loi de 2019 qui circonscrit les contrôles fiscaux d'un délai de 60 jours. Donc, lorsque le contribuable répond à l'administration provisoire, l'inspecteur a 2 mois pour notifier, clôturer. À défaut, il est frappé par l'effet de la prescription extinctive, la vétusté et l'absence de mise à niveau. Il faut former les inspecteurs des inspecteurs, ils doivent se former. C'est indispensable. Sinon, ils ne pourront pas tenir devant Dieu. Allons-y. Absence d'une doctrine réelle et rationnelle. Ok, voilà, allons-y. Au niveau des conseils, j'ai noté que l'offre est devenue presque caduque et inadaptée au monde des affaires. Le conseil est resté distant. Les conseils fiscaux, j'ai eu la chance de faire les cabinets qu'on appelle Big Four, mais les Big Four n'ont pas évolué dans leur approche, dans leur offre. C'est les abonnements, c'est ceci, cela. Ici au Congo, combien de cabinets Big Four offrent des formations?
on va les pousser à ouvrir des formations. Tellement on va faire du bruit, ils seront obligés de se sentir concernés. Président, tu peux compter sur moi. Il faut faire. Ouvrir des formations. C'est parce que quelqu'un vous a donné. Et quand vous regardez la tête, c'est les gens qui ont la chance d'étudier à l'étranger. Vous êtes venus. Et il faut faire évoluer les choses. Il faut créer des postes de classe. Il faut le faire. Il faut le faire. Les acteurs sont non formés ou mal formés, conduisant à des productions non performantes ou des fois erronées. Tout le monde est devenu conseil fiscal. Cabinet d'urgence fiscale, cabinet de médecine fiscale, cabinet de doctorat fiscal. Benjamin Franklin a dit que sur la terre, rien n'est sûr, à part l'impôt et la mort. L'impôt est consubstantiel à l'être, à la vie. Là où il y a la société, il y a le droit, il y a la société, il y a l'impôt. Donc cet impôt-là, il doit être traité avec taxe, avec amour, passion, agresse. Et pour le faire, il faut déjà outiller. On peut ne pas être outillé, mais il faut se former, il faut se mettre à niveau. Absence d'une force de proposition et d'influence positive vont conduire à des changements positifs. C'est pourquoi j'ai dit bravo à mon président. Il faut faire du bruit au point où, avant de penser à l'ordre des finances, on demande à l'académie quelle proposition. Là, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit est-ce que tu peux faire une proposition de l'ordre des finances qui arrive? Un ou quatre qui n'a pas honte, c'est moi qui cherche. C'est la même chose. Non. J'en parlais dans les propositions. Vous savez, un magistrat, si le dossier pour lequel vous avez saisi ne n'a jamais fait un cas, et qu'il refuse de traiter la question, il peut être poursuivi du délit de justice. Et la question qui va s'appeler jurisprudence, et c'est le source du droit. Le conseil nous sort à mesure au-delà du constat. Il faut le faire. Oui. Au niveau. Voilà donc, après avoir évoqué donc, ces éléments, après avoir fait l'état des lieux, j'estime qu'on peut faire des propositions, des perspectives. Au niveau législatif, il faut procéder à un toilettage de texte, rédaction d'un nouveau code général des impôts avec un livre de procédure fiscale. Il faut le faire. Il faut une rationalisation générale pour éviter les cas de la taxe immobilière, tout ça. Et je vous rassure que dans sa loi de finances 2020, on parlera de la taxe dans le système. Depuis 2010, il faut relancer le projet de la facture sécurisée. En 2005, lorsque la Côte d'Ivoire lançait ce projet, les recettes fiscales étaient à 500 milliards. En 2017, les recettes sont passées à 1700 milliards et la facture qui a contribué à plus de 50%. Vous voyez, c'est possible. En plus de 3 ans, on aura plus d'exposition pour les il faut procéder à l'élargissement de la loi des finances, de l'assiette fiscale. Allons-y. Constitution d'une doctrine fiscale correcte pour éviter les interprétations équivoques et les débats lancinants. Rédaction d'un nouveau dispositif de la réglementation des prix de transfert. Formation et mise à niveau des animateurs de l'administration fiscale. Oui. Au niveau des contribuables, que le contribuable se donne le moyen de s'éduquer fiscalement. Vous voyez, un contribuable, un opérateur économique, il a des partenaires. Les partenaires, c'est le banquier d'affaires, c'est le notaire, c'est l'avocat. Mais c'est aussi l'inspecteur des impôts. Il faut s'éduquer, comprendre la problématique fiscale et l'intégrer dans la gestion de l'entreprise. Il faut une formation à la compréhension et à la maîtrise de la fonction fiscale de l'entreprise. Et il faut pouvoir intégrer cela dans la définition de la stratégie globale de l'entreprise. Il faut le faire. Si vous payez mal l'impôt, il y a 2 risques. Soit vous payez trop, donc vous faites sortir de l'argent, soit vous payez